Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes très nombreux en train de suivre encore votre chaîne, c'est EDEM TV officiel. Merci beaucoup de nous suivre ici en République démocratique du Congo. Merci de nous suivre en Europe, en Amérique, en Asie, du côté de l'Océanie. Et surtout, bonnes conditions de suivi à vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer un peu de parler de l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Mais notre thème de ce jour, c'est l'absence de l'industrialisation en République démocratique du Congo, motif de l'insécurité. Donc, nous allons parler de cela. Je ne serai pas seul. Je serai accompagné de messieurs Jean-François Arménien, qui est notre invité d'honneur, invité spécial. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler de l'industrialisation de la RDC. Aujourd'hui, est-ce que la RDC elle est industrialisée, oui ou non? Nous allons essayer un peu d'entrer en profondeur et parler aussi de l'importance que la RDC aujourd'hui soit industrialisée. Bonjour, monsieur Jean-François Arménien. Bonjour à tous. Comment vous allez? Très très bien. Merci de cette invitation de nouveau. Je venais là d'annoncer que nous allons parler de l'absence de l'industrialisation au motif de l'insécurité en République démocratique du Congo. Parlons d'abord aujourd'hui de l'absence de l'industrialisation en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que la RDC présentement n'est pas industrialisée? Oui, je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions, la RDC n'est pas industrialisée. La RDC n'a aujourd'hui qu'une activité extractive, en termes minimes, mais aussi en fourniture de produits de base alimentaire, de production alimentaire qui est plus ou moins même arrêtée par absence de... Quand il n'y a pas d'industrialisation des produits alimentaires, de pêche ou même de la forêt, ce qui se met en place, eh bien, on ne travaille juste que sur la production, on va dire. Et puis après, les produits partent et sont traités à l'étranger. Ah, très bien. Mais nous allons plus se focaliser de l'industrialisation, mais aussi d'hommes politiques congolais, parce qu'aujourd'hui, le laxisme industriel et les compétences de politiciens favorisent les financements du Rwanda, du M23 grâce à nos ressources minières. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire la République démocratique du Congo a sûrement des ressources du sous-sol? On peut parler aujourd'hui du diamant, de l'or, ainsi de suite. Est-ce aujourd'hui la République démocratique du Congo exploite et aussi assure la transformation de ces ressources? Non, aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne transforme pas ses ressources naturelles en produits industriels, en produits de consommation. Donc, vous avez soulevé un problème en parlant, est-ce que ces ressources aujourd'hui, qui ne sont pas, comme la RDC n'a pas d'industrialisation de ces ressources. Les produits, depuis des années, partent à l'étranger, dans les pays voisins en priorité, et même après ailleurs, pour être transformés en produits industriels et en produits de consommation. Mais les ressources sont à RDC. Quand vous avez parlé aujourd'hui de ce problème qu'il y a de conflit, on va dire, ce ne sont pas forcément les politiciens qui sont responsables. C'est l'absence de s'approprier aujourd'hui, à travers les responsables politiques, la mise en place de cette industrialisation. Et quand vous ne mettez pas en place l'industrialisation, que vous n'avez que les ressources, vous allez obligatoirement mettre en place, sans le vouloir, des réseaux parallèles qui aujourd'hui vont fonctionner grâce à la transformation et à la mise en valeur de ces ressources. Oui. C'est comme cela qu'aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, je ne suis pas, j'ai quelques notions de géopolitique, mais c'est comme cela aujourd'hui que vous avez donc pas forcément le gouvernement des pays voisins, ça peut être aussi les hommes d'affaires ou les Occidentaux impliqués, ou les hommes d'affaires d'autres pays impliqués dans les pays voisins pour faire de la transformation qui va générer des ressources dans ces pays-là. Et aujourd'hui, on le sait dans, je dirais, sur toute la planète. Ce n'est pas qu'un problème en RDC. On l'a eu dans le cas du pétrole avec l'Irak, on l'a eu dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, vous avez, quand un pays voisin et l'élément
j'allais dire, de promotion industrielle ou d'industrialisation des ressources du pays voisin, vous avez toujours une tentation à ce pays-là, à travers, je ne dis pas forcément les politiciens du pays, à travers les acteurs de la filière industrielle, de venir financer des mouvements de révolution, des rebelles, etc. Mais ça, je vous dis, ce n'est pas qu'à RDC, c'est dans tous les pays. Ça a été en Colombie, ça a été en Irak, ça a été en Afghanistan, c'est pareil. De venir financer des groupes révolutionnaires, rebelles, je disais, indépendantistes. On a ça, nous, en Nouvelle-Calédonie, en France aussi, chez une mine de nickel. Donc ce n'est pas qu'un problème RDC. Et donc, vous avez ceux qui sont impliqués dans l'industrialisation, donc qui gagnent de l'argent, grâce aux ressources de la RDC, qui ont tendance à venir financer ces mouvements pour maintenir leur impact sur les ressources, pour que les ressources aillent toujours dans le circuit, que ce ne soit pas la RDC qui demain va gérer ces ressources elle-même, les mettre en valeur pour les commercialiser. C'est-à-dire l'industrialisation génère des recettes, génère de l'argent. Et aujourd'hui, tellement que la République démocratique du Congo n'est pas industrialisée, les ressources de la République démocratique du Congo quittent les pays pour aller à l'étranger. Et là-bas, nos ressources sont transformées et générer des ressources financières. Génèrent des ressources financières. Et c'est pour cela, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est toujours bas. C'est toujours bas, mais en plus, ceux qui génèrent des ressources financières, ils ont de l'argent pour payer, excusez-moi, des mercenaires, de payer des révolutionnaires, de payer des indépendantistes, pour continuer à toujours avoir la main sur les ressources du pays. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces ressources de la République démocratique du Congo soient exploitées ici, transformées ici, commercialisées? Si nous allons faire ce que nous appelons en français l'exportation, nous allons commencer à exporter le produit fini de ces matières premières. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, pour le faire, je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions, je répète, il faut une volonté du gouvernement de mettre en place une stratégie d'industrialisation. Ça, c'est le point. Sous différentes formes, on en a parlé dans une ancienne émission, comité interministériel, office de développement de l'industrialisation, au commissariat. Ce n'est pas moi qui prends la décision, je donne un éventail des possibilités. Donc ça, c'est la mettre en place. À travers cette mise en place de cette stratégie d'industrialisation, c'est de mettre, ça va déclencher les besoins, j'allais dire, en formation professionnelle, mais aussi en sensibilisation des futurs promoteurs. Le RDC, pour faire cette industrialisation, on a besoin de promoteurs, d'entrepreneurs. Donc il faut sensibiliser les jeunes à savoir quelles sont toutes ces ressources qu'il y a actuellement en RDC, toutes ces potentialités qui vont lui permettre un développement. Que ce soit dans le poisson, avec les unités de transformation de poisson, production de poisson. Nous avons des lacs ici. Vous avez des lacs, vous avez l'alimentaire. Aujourd'hui, on parle toujours des influences, on l'a dit tout à l'heure, des pays voisins. Mais il n'y a pas que les produits miniers qui vont chez nos voisins. Il y a aussi des produits agricoles, tels que le café, tels que le poivre, tels que le thé, qui vont aussi dans les pays voisins qui, eux, ont mis des outils d'industrialisation en place, particulièrement de transformation, de conditionnement, qui leur permet à eux de générer des ressources. Et ils n'ont pas envie, particulièrement, de perdre la manne des ressources qu'ils ont à RDC. C'est pour cela qu'ils essayent à certains moments, répétitifs dans le temps, de pouvoir se repositionner pour protéger l'acquisition de leurs ressources dans le pays. Soit avec des mouvements, comme je vous l'ai dit, comme on l'a actuellement un peu à RDC rebelles, mais aussi par l'implication des populations de ces pays, les pays limitrophes, qui viennent de se positionner en RDC pour faire aussi la production, pour l'envoyer dans les pays qui sont déjà industriels. Même si aujourd'hui, on leur a donné la nationalité congolaise depuis des années. Il y a toujours des liens. Vous savez, le commerce international, c'est des liens qu'il y a entre des gens dans différents pays.
Vous pouvez être aujourd'hui, par exemple, d'origine brésilienne, être en France, et vous allez avoir tendance à faire du commerce avec le Brésil. Vous êtes aujourd'hui, je rentre là-dessus, c'est pas politique, c'est réaliste. Vous pouvez être un Tutsi rwandais, être installé depuis, j'allais dire, 30 ans en RDC, et avoir envie, parce que vous avez des liens affectifs, etc., et de faire du commerce avec le Rwanda ou l'Ouganda ou le Kenya. Moi, j'ai souvent exercé dans la zone, je dirais, du Haut-Katanga. Beaucoup de commerce se fait avec la Zambie, parce qu'il y a des liens affectifs, des populations qui se sont déplacées, etc. Voilà. Je reviens même à un point plus important que nous avons, nous, les économistes industriels. Oui. Nous avons aujourd'hui, on constate que tout le développement qui s'est fait aux États-Unis, ben, c'est des vagues d'immigration qui sont venues, qui ont développé l'industrie. Nous allons arriver là-bas. Nous allons arriver là-bas. Aujourd'hui, on peut dire que la République démocratique du Congo, c'est un pays riche. Nous avons le diamant, nous avons le cuivre, cobalt, ainsi de suite. Mais si vous posez à un jeune Congolais, à la jeunesse congolaise, les diamants servent à quoi? Question mark. Un jeune Congolais n'arrivera pas à vous donner la bonne réponse de savoir quelle est l'utilité du diamant, les diamants servent à quoi, les cuivres servent à quoi. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de l'industrialisation de la République démocratique du Congo, ça nécessite aussi la présence de la jeunesse. Alors, monsieur Jean-François Arménia, quelle est la part de la jeunesse pour l'industrialisation de ces grands pays? Non, la part de la jeunesse, c'est la jeunesse qui doit s'approprier aujourd'hui, qui doit savoir quelles sont les ressources du pays, comment on les transforme, oui. Comment on les transforme d'une façon artisanale, en fonction de l'évolution des infrastructures. On ne peut pas faire tout de suite de l'industrialisation des grands projets industriels. On ne peut faire aujourd'hui, en fonction de la configuration des infrastructures, on ne peut faire qu'un début d'industrialisation artisanale. Mais ça permet déjà de débuter. Ils vont s'approprier, les jeunes vont s'approprier cette industrialisation avec le temps, les formations, les séminaires, les colloques, la lecture, s'informer, etc. Les relations avec les partenaires, les visites, ils vont se regrouper, plusieurs artisans, ils vont commencer à se former comme industriels, etc. Vous avez, je viens surtout dans la chaîne alimentaire, de transformation alimentaire, vous avez l'exemple du Sénégal, où il y avait plein de petits artisans dans l'agroalimentaire qui se sont regroupés à travers la mise en place de groupements d'intérêt économique pour faire des activités d'emballage, de conditionnement, de mise aux normes, d'analyse, de recherche sur la conservation des produits. Surtout avec leur arachide. Ben, pas que l'arachide, vous avez les haricots verts, vous avez les fraises, les asperges, vous avez les fruits, vous avez... Non, non. C'est un ensemble de produits aujourd'hui qui n'étaient pas, c'était, je dirais, d'une façon artisanale, mais le regroupement, à travers des groupements d'intérêt économique, grâce à l'OADA, qui a été mis en place beaucoup plus tôt dans les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. En RDC, l'OADA est récent, avec ses différentes formes juridiques, mais il faut que les jeunes s'approprient. Qu'est-ce que le RDC est capable de produire sur son sol, dans son sous-sol, même grâce aux avantages, je dirais, naturels, qui sont l'eau, le soleil, le vent. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place? Et là, à ce moment-là, on va relancer cette industrialisation. C'est les jeunes qui doivent se l'approprier. Je n'ai pas dit que les anciens, il faut aussi aller voir les anciens, parce que alors là, je reviens toujours, les anciens, ceux qui ont 70 ans, comme moi, il y en a encore qui sont vivants. Nous savons ce qui s'est fait à l'époque coloniale, quand la RDC produisait du café, du cacao, du plomb, du cuivre, de l'étain, du zinc, etc., des produits forestiers, etc., oui. le caoutchouc et tout ça. Donc il faut, je dirais même, quand je parle de sensibiliser les jeunes, c'est nous les anciens, oui. Qui devons mettre en place des formations, entre parenthèses, je dis formations, mais sensibilisation, pour expliquer à la jeunesse ce qu'ils peuvent faire des ressources du pays. J'allais aussi arriver là-bas. Sensibiliser la jeunesse, oui, mais il faut aussi faire comprendre à la jeunesse, avec les sols congolais, qu'est-ce que nous pouvons produire, avec la forêt congolaise, qu'est-ce que nous pouvons produire, ça va nous rapporter quoi,
ça va profiter au pays à quoi, ainsi de suite. Alors, parlons d'abord du sol congolais, parlons de la forêt, du sol congolais, de la forêt congolaise. Qu'est-ce que ça peut apporter à la République démocratique du Congo si la jeunesse s'implique? Ben, la jeunesse, elle s'implique, ça va générer des entreprises. Les entreprises vont générer des emplois. Donc la première chose que ça fait, le développement des entreprises à travers la mise en valeur des ressources, c'est la création d'emplois. Quand vous avez créé des emplois, vous générez donc du chiffre d'affaires, des impôts, des taxes, vous allez générer donc des recettes fiscales et sociales. Voilà le plus important. Et vous allez aussi améliorer, j'allais dire, les coûts de la consommation locale. Ça veut dire améliorer le panier de la ménagère dans les coûts. Et aussi amener des devises si vous exportez dans les pays voisins. Très bien. Alors, nous parlons de la jeunesse, nous parlons de la formation de la jeunesse, mais si nous partons directement au gouvernement congolais, nous avons l'organe approprié pour la formation, l'organe politique du gouvernement congolais que nous appelons le ministère de la formation professionnelle. C'est lui qui s'occupe plus de la formation, de la mise en valeur de la population congolaise pour que cette population, pour que cette jeunesse soit utile à la société. Alors, parlons d'abord du ministère de la formation professionnelle. Quelle est aussi sa part des responsabilités? Non, tant qu'il n'y a pas une stratégie au niveau de l'État de la mise en place de l'industrialisation, on ne va pas donner des recommandations au ministère de la formation professionnelle. Mais c'est vrai que s'il y a une stratégie d'industrialisation, impérativement, un des acteurs principaux, c'est le ministère de la formation professionnelle, qui doit mettre en place et qui doit faire aussi ses plaidoyers auprès des partenaires internationaux, bailleurs de fonds, etc., pour avoir les moyens, parce que c'est les moyens aussi qu'il faut, pour pouvoir avoir des moyens pour mettre en place les formations qui seront nécessaires à la création des métiers, je dis bien les métiers et les professions des métiers et des professions nécessaires à cette industrialisation. Ils ne sont pas aujourd'hui. Vous avez, dans le système, quelques n'existent pas. Vous avez peut-être 2, 3, une dizaine de formations professionnelles qui peuvent rentrer dans le cadre de la mise en place de cette industrialisation. Mais l'industrialisation aujourd'hui, c'est plus de 1000, je dis bien plus de 1000 licences professionnelles qui sont mises en place dans les pays européens, dans d'autres pays qui sont nécessaires pour appuyer les investisseurs, les promoteurs à la mise en place de ces unités de production industrielle. Voilà, l'industrialisation de la République démocratique du Congo est très importante parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux, les pays européens se sont développés par les canaux de l'industrialisation. Prenons le cas de la France, prenons le cas de l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne, c'est l'un des pays européens le plus développé et le plus industrialisé parce qu'ils avaient mis en place cette stratégie pour faire en sorte que leur jeunesse, que sa population soit bien formée. Et cette formation a profité à ces différents pays, la France, la Belgique, l'Angleterre aujourd'hui. Ce sont des pays superbement développés par les canaux de l'industrialisation de leur pays. Alors, vous venez de parler du ministère de la formation professionnelle et aussi, vous suivant là, et j'ai entendu, il faut créer une structure de suivi, une structure de stratégie. Et oui, le pilotage de l'industrie. Ouais. Alors, quelle sera peut-être la vision, le travail de cette structure? Non, le travail de la structure aujourd'hui, c'est très simple. C'est de définir les éléments qui vont être impliqués, ça veut dire les éléments soit des unités, des ressources qui existaient dans le temps, qui étaient transformées, etc. Et là, je voulais... il faut donner des exemples. Il faut plus parler de la structure. Là, de la structure. Voilà. Un des éléments, d'abord, c'est de prendre déjà les sociétés du portefeuille. Ça, c'est l'élément. Et de faire, à travers ces structures du portefeuille, des activités d'industrialisation. Je prends l'exemple, par exemple, de la SNEL. La SNEL, aujourd'hui, c'est une société qui produit du courant et qui le distribue. Mais tous les éléments qu'elle a besoin, fil électrique, transformateur, etc., tout ce qu'elle a besoin,
poteaux électriques, poteaux métalliques, elle ne les produit pas. Voilà, ça... Elle doit être aujourd'hui, comme elle est consommateur de ces produits, elle va les chercher à l'étranger. À l'étranger, ouais. Elle se dit, mais est-ce que je ne peux pas fabriquer ici ces produits-là? Et là, elle a besoin justement de ce que je propose, de cette volonté de sensibiliser les jeunes dans des produits, et demain, en expliquant aux jeunes, on peut fabriquer des poteaux en béton, des poteaux en bois, des poteaux métalliques, on peut fabriquer des armoires électriques, on peut fabriquer des câbles assembler des câbles électriques. Il y a une unité qui vient de se monter actuellement, c'est une bonne chose. Il y avait l'unité à Lubumbashi qui était un vestige des prises de guerre allemandes qui avaient été amenées en RDC. C'est toutes des vieilles machines aujourd'hui. Donc les câbles, on va en faire, mais pas tous les câbles. Et plein d'autres éléments qui sont des pièces de liaison en bronze, en laiton, qui servent dans les connexions électriques. Si la SNEL, par exemple, qui va créer, qui va aider, et je suis en train de vous dire, au niveau de la SNEL, il peut y avoir une volonté aujourd'hui de créer, après une sensibilisation que va faire le gouvernement, à travers ce que j'ai dit tout à l'heure, au commissariat à l'industrialisation, on va sensibiliser les jeunes. Mais sensibiliser les jeunes, si derrière il n'y a pas des gens qui vont leur permettre de créer des entreprises et d'acheter les produits qu'ils vont fabriquer, on leur a formé des jeunes, ils vont émigrer, ils vont partir ailleurs. Bon. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que la stratégie, elle ne touche pas que la formation, elle touche aussi les entreprises, et particulièrement les entreprises de l'État. Parce que là, l'État peut dire, OK, nous avons besoin de poteaux électriques, poteaux métalliques, de transformateurs, de pièces électriques, de câbles, etc. Nous allons aider des jeunes à pouvoir mettre en place ces unités. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire tout seuls. On va leur expliquer comment on trouve des partenaires, comment on trouve des investisseurs, etc. C'est très facile. Je le redis toujours, c'est facile. Quand on a la volonté d'aller chercher des partenaires, des investisseurs, mais pour fabriquer des poteaux électriques, d'accord, c'est très simple. Voilà. Que ce soit en bois, métallique ou en béton. Et on en a besoin, on voit tout ce qui se fait. Surtout en bois, nous avons voilà. La forêt équatoriale. Oui, voilà, il y a beaucoup de ça. Donc aujourd'hui, je reviens là-dessus, l'industrialisation, après la formation, c'est de sensibiliser les sociétés du portefeuille, comme la SNEL, mais ce n'est pas que la SNEL. J'ai dit c'est les sociétés du portefeuille. Et je vais prendre un deuxième exemple. C'est le vestige de la Sominki. De la Sominki, voilà. Parce que quand vous avez parlé tout à l'heure des problèmes qu'il peut y avoir de conflit, quelle est la particularité moi, de la Sominki? Je pense aujourd'hui qu'une grande partie des problèmes que vous avez à l'est du pays, sur l'extraction des ressources par les pays voisins, c'est le problème qu'on n'a pas réglé, on l'a mal réglé, pas réglé, on a mal réglé le problème de la continuité de la Sominki. La Sominki, c'était un potentiel qui faisait travailler entre les salariés, les sous-traitants, etc., dans le domaine des mines, mais dans d'autres domaines, faisait travailler 30 à 50 000 personnes qui bénéficiaient des activités de la Sominki. Combien de personnes? Entre 35 et 50 000 personnes bénéficiaient, je dis salariés, sous-traitants, prestataires de services, etc. Je rappelle que la Sominki, c'est plus de, je crois maintenant, c'était 47 titres miniers, dans différents minerais, métaux, minéraux et métaux. Là, c'était au Grand Kivu. Voilà. Non, non, non. Ce n'est pas que le Grand Kivu, il y a le Maniema, il y a le Grand Kivu. Donc, ça, c'était le premier point. Et donc, quand on a, dans l'ensemble de tout ce qui a été plus ou moins mal repris, je dis bien mal repris, il y a eu trop des incidences aussi politiques, extérieures. Les Occidentaux qui ont participé à différents mouvements rebelles ou pas rebelles ou révolutionnaires, je ne sais pas comment on doit les appeler, d'accord? Il a été pris que cette société qui avait des titres miniers, qui avait 6 pistes d'atterrissage, qui avait, non, 8 pistes d'atterrissage, qui avait 6 centrales hydroélectriques, qui avait des activités agricoles, des activités de santé, d'éducation, un peu comme les Géchamines, toutes ces sociétés de l'époque coloniale. Cette activité-là, aujourd'hui, à l'inverse, comme j'ai dit, de l'athlète qui n'avait pas d'activité annexe pour faire les sous-produits, ces activités-là, aujourd'hui, dans cette société du portefeuille, d'accord,
a été reprise en 1998 en disant, à l'époque du président Laurent Désiré Kabila, on ne va pas laisser mourir cet outil qui est un outil de ressources, de création d'emplois, mise en valeur des ressources minières, agricoles et de bénéfices pour l'État. On ne va pas la laisser dans cet état, mourir suite au départ de l'environnement de Mobutu, etc. Donc, en 1998, on a créé la SOMICO, qui devait réactualiser toute la dynamique de la SOMICO, remettre tout en route. Bien sûr, il y a eu des opérateurs étrangers qui sont venus, qui n'avaient pas cette même vision aujourd'hui. Et il y a eu donc l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, et la SOMICO n'a pas eu complètement de suite. Quelque temps après, il fallait bien que tous ces actifs soient utilisés. Et donc, il a été créé une structure, je ne sais même pas si elle est d'une personnalité juridique ou pas juridique, mais de 2004, j'ai le souvenir qu'elle n'avait pas de personnalité juridique, en 2004, maintenant je ne sais pas, on a créé la SACIMA, et la SACIMA a pris l'ensemble des actifs, pas le passif, les actifs, d'accord, de la SOMICO. Je répète, la SACIMA a passé tous les actifs à la SOMICO, et la SOMICO, on lui a pris, elle n'a pas donné, à la SACIMA qui s'est chargée de vendre, donner, louer, donner des concessions, etc., à des étrangers. Et là, je reviens à nos pays voisins, qui étaient... Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Burundi, même d'autres pays, et les Occidentaux qui ont été intéressés à prendre les actifs de la société ex-Somenki, ex-Sokimo. Mais il n'y avait pas, les gens ont compris ça, on a fait des petites unités, on n'a pas fait une dynamique industrielle. Je reviens à l'industrialisation. La Somenki était une société industrielle. Et là, ce qu'on a fait, on a pris des actifs, on les a donnés à plus ou moins des gens à l'extérieur ou à l'intérieur, et il n'y a pas eu de dynamique, c'est là où je reviens, de dynamique avec un objectif d'industrialisation. Parce qu'à cette époque-là, à la Somenki, nous travaillions déjà sur les possibilités de produire, non pas du lithium, mais du carbonate de lithium. Nous produisions déjà aussi de l'étain. Mais aujourd'hui, on ne produit pas de l'étain, il n'y a pas d'industrialisation en RDC, pourtant c'est facile. Voilà pour vous donner un peu les problèmes. Pourquoi je dis que la première étape et les premiers acteurs, parce que c'est l'État qui décide de mettre en place l'industrialisation, elle doit voir comment déjà mettre ces sociétés du portefeuille comme des acteurs primaires du développement de l'industrialisation à travers la création de sociétés, de petites sociétés industrielles. Très bien. Des jeunes qui vont pouvoir, je dis les jeunes parce qu'ils ont plus de compétences, mais nous les anciens, on est là pour leur apporter et dire qu'est-ce que nous faisions dans le temps. Qu'est-ce qu'on faisait, je me rappelle à la Géchamine, avec Géchamine Développement, on faisait des plantations de maïs. Et on faisait même d'autres choses. À la Somenki, on faisait la production d'huile de palme et la production de savon. On fabriquait même des parfums. Ah bon. Voilà tous les éléments aujourd'hui. Et je disais même à l'extrême, il y avait des annexes où on fabriquait de la nourriture pour vendre à la population, que ce soit à la Géchamine, à Zaïre-Étain, ou même à l'époque un peu avec Silomoto. Il y avait des activités, mais parce que c'est tout un ensemble d'industrialisation. Très bien. Et juste pour terminer, quand vous parlez en Europe aujourd'hui ou dans d'autres pays, même quand on parle aux États-Unis, l'activité de développement des voitures Ford, avec à Chicago, etc. Tout ça, ça sont les Américains là. Oui, je parle déjà des Américains. Il y avait toutes les activités annexes autour de l'industrie, pour faire les pièces détachées, mais pour faire aussi le garnissage des fauteuils, etc. Et aussi pour nourrir la population, la santé, les habitations, les services annexes, les fonderies, etc. Donc il y avait plein de petites entreprises à côté, et nous avons eu la même chose en France et en Belgique, avec toutes les entreprises qui étaient dans les Ardennes, dans le Jura, pour fabriquer les pièces en sous-traitance pour le développement industriel. Très bien, monsieur Jean-François Arménia, c'est lui notre invité. Il est en train de nous faire découvrir beaucoup de choses. Nous parlons
de l'absence de l'industrialisation de la République démocratique du Congo au motif de l'insécurité, surtout dans sa partie est. Et on découvre plusieurs choses. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, par sa population, donc la population de la République démocratique du Congo est composée à 70% de la jeunesse. La jeunesse représente 70% de la population congolaise. Donc, pour le développement de la République démocratique du Congo, c'est très important aussi de jeter un coup d'œil à la jeunesse. C'est obligatoirement pour que ces pays puissent développer, il faut passer par la jeunesse. Alors, aujourd'hui, la jeunesse de la République démocratique du Congo est abandonnée. Nous demandons aux autorités, aux décideurs, de penser à quelque chose pour la jeunesse, surtout de former la jeunesse. Alors, M. Jean-François Arménien, quand nous parlons de former cette jeunesse, il faut prendre ces jeunes, les envoyer en Europe, les envoyer en Occident pour aller s'informer là-bas et venir après pour servir la nation. Ou bien aussi, nous pouvons utiliser les ressources internes pour former cette jeunesse. Non, alors là, je vous arrête tout de suite. Si on parle aujourd'hui, on dit nous n'avons pas les moyens de former la jeunesse à cette industrialisation, on va l'envoyer à l'étranger. C'est ce qui s'est fait en Europe après la guerre de 14, après la guerre de voilà. 40, d'accord. On a voulu développer, il fallait développer l'industrialisation parce que c'est les mains, et on avait besoin de main-d'œuvre et on a fait venir des gens de tous les pays, en Allemagne, en France, etc. Et on a pris les cerveaux qui avaient la capacité d'être des acteurs de l'industrialisation, on les a fait venir en Europe, ils sont en Europe. Donc si demain on dit qu'on n'a pas de moyens pour développer les formations nécessaires et apporter les compétences nécessaires aux jeunes pour faire l'industrialisation en RDC, on va se retrouver dans le même système, ils vont aller étudier en Belgique, en France, aux États-Unis, et puis une grande partie resteront là-bas. On va rester là. Donc il faut faire la formation en RDC. Voilà, en interne. Et la formation en RDC aujourd'hui, ce n'est pas les professeurs d'université qui sont capables de le faire. C'est de récupérer tout un potentiel de compétences de gens qui ont plus de 60 ans, qui étaient dans l'industrialisation de l'époque coloniale, c'est déjà 60 ans, mais qui ont encore les compétences pour pouvoir les apporter aux jeunes. C'est pour ça que je dis qu'il faut oublier le système universitaire classique. C'est ses méthodes, c'est ses moyens, c'est ses coopérations, etc. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre ça dans le ministère de la formation professionnelle et sensibiliser non pas les jeunes, mais des gens âgés, de se regrouper et de former des fondations universitaires professionnelles. Voilà, très important. Et des petites structures qui vont apporter aux jeunes, justement, les cours, on les a avec les partenaires, on peut avoir les cours de partout, ce n'est pas un problème, mais l'expérience et les connaissances de ce qu'on peut faire en RDC à partir de ressources. Voilà. Et ça, il n'y a que les gens qui ont travaillé dans les grandes sociétés industrielles, que ce soit le caoutchouc, les mines, la forêt, voilà, etc., qui ont, je vous dis, à peu près 70 ans, on est encore peut-être 2 ou 3 000 en RDC, à connaître ce potentiel-là. C'est à nous d'apporter, de faire ce transfert. N'attendons pas les Occidentaux de nous faire un transfert de technologie ou de compétences sur nos jeunes. Voilà. Ça ne s'est jamais fait. Et pas qu'à RDC. Il y a aussi des potentiels en interne. Aujourd'hui, on a les potentiels sur place ici en République démocratique voilà, du Congo. Pour avoir des formateurs, des tuteurs formateurs, je les appelle comme ça pour faire la différence avec les enseignants, les professeurs. Les enseignants, là, je sens qu'on est dans un système industriel. Donc, j'appelle ça, moi, des formateurs, des tuteurs formateurs, pour amener des compétences, des expériences, surtout des expériences, un savoir-faire à ces jeunes qui ont déjà aujourd'hui des bons niveaux de formation qu'ils ont eu dans le système universitaire. Je donne toujours l'exemple de l'Algérie, du Maroc, je parle du Maroc, et la Tunisie. On formait beaucoup d'étudiants universitaires dans le droit, la pédagogie, la médecine, etc. Mais il n'y avait pas assez de débouchés pour tous ces gens-là. Dans les sections, vous avez. Donc, on a mis en place des formations universitaires complémentaires dans des métiers bien spécialisés, d'accord? Même en France, on l'a fait parce qu'il y avait à un moment trop de gens dans le système universitaire classique, les LMD, comme je dis. Ça, c'est bon pour certaines choses, mais pas pour le développement industriel. Voilà. Donc, on a les compétences en RDC pour
essayer de conclure sur ce point-là. En Très bien. RDC, nous avons les jeunes qui ont les compétences et la tête, je veux dire, pour pouvoir acquérir les expériences Très bien. que nous, les anciens, nous pouvons leur apporter en leur disant voilà ce qui a été fait dans le pays, dans le coton, dans le tissu, dans l'agroalimentaire, dans la pêche. Il y avait des conserveries de poissons, il y avait une raffinerie, il y avait des usines métallurgiques, il y avait des fonderies. Il faut leur apprendre tout ça. Voilà, c'est très important, surtout un grand message que nous lançons aux autorités congolaises. Aujourd'hui, vous dirigez, aujourd'hui, vous avez des décisions à prendre pour l'épanouissement, pour le développement, pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Surtout, nous pensons plus à celui qu'on appelle l'excellence chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tout son gouvernement. Nous voyons le Premier ministre Sama Lukonde, nous voyons aussi les ministres de la formation professionnelle, essayer de jeter un coup d'œil à la jeunesse congolaise parce que la jeunesse a ses bâtons magiques pour le développement de ces pays. Surtout, pensons aussi à former d'abord et à industrialiser la République démocratique du Congo. C'est très important. Et M. Jean-François Arménien vient de dire, nous avons des compétences en interne pour former cette jeunesse. Il ne faut pas simplement faire voyager les jeunes au niveau de l'Occident, au niveau des États-Unis d'Amérique, au niveau de la Chine, Japon. Non, utilisons les compétences internes pour former cette jeunesse. Et si la jeunesse aujourd'hui est formée, le 100% de la jeunesse qui sera formée, nous allons les utiliser ici en interne pour le développement de la République démocratique du Congo. Alors, M. Jean-François Arménien, on dit l'industrialisation de la République démocratique du Congo, c'est un moyen d'avoir des ressources pour le projet des 145 territoires. Aujourd'hui, industrialiser la RDC, c'est très important pour avoir des moyens pour financer ces grands projets du chef de l'État, ces grands projets de la République, du développement à la base des 145 territoires. Parce que c'est un grand projet. Aujourd'hui, si nous palpons ces projets, nous les voyons déjà en face de nous. Si nous palpons ces projets, nous entrons à la profondeur de ces projets, ça va consommer beaucoup d'argent à la République. Alors, est-ce que la République aujourd'hui a des moyens? Quelles sont peut-être des pistes de solutions, des voies à suivre pour essayer de financer ces projets et que ces projets puissent réussir? Non, aujourd'hui, je le répète, j'ai eu le programme avec les 700 et quelques pages de ce programme, avec tous les projets qui sont prévus, les constructions, les centrales photovoltaïques. En tout, ça fait plus, je dirais presque entre 8 000 et 10 000 projets. Donc, il faut déjà être réaliste. Pour faire 10 000 projets, il faut après des structures qui vont s'occuper de maintenir. Réhabiliter un pont, réhabiliter une route, faire des centrales photovoltaïques, c'est très bien. Je ne m'occupe pas aujourd'hui si le gouvernement, ou avec ses bailleurs de fonds, va avoir, je ne le sais pas, va avoir les milliards qu'il faut pour réaliser tout ça. Moi, en estimation, je dis que ça va représenter, d'après les chiffres que vous avez eu d'autres experts, etc., pas que de moi, ce programme-là aujourd'hui, il faut entre 4 et 5 milliards pour le faire. Ça, c'est une affaire de l'État avec ses partenaires, ses bailleurs de fonds. Moi, je suis dans deux éléments. A-t-on formé tous les gens qui vont se mettre en place pour réaliser tout ça? Parce que pour réaliser ces 8 000, 10 000 projets, il va falloir impérativement du monde pour les réaliser, mais après pour les gérer. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand ces projets vont être réalisés, il faut que l'État, entre guillemets, la province ou les districts, ait des ressources financières pour les maintenir en état, Voilà. pour les entretenir. La et maintenance. s'il n'y a pas d'industrialisation qui va générer des recettes fiscales, sociales, pour alimenter, donc j'allais dire, les structures qui sont en charge de la maintenance, de la suivi de ces équipements, dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, tout sera, je dirais, soit Par terre. abîmé, pas entretenu, par terre, etc. On voit bien, on a qu'à analyser des routes qui ont été réalisées, et je parle dans l'est du pays, il y a 2, 3 ans, on est venu, on a fait venir des Chinois, ils ont réhabilité la route, et puis on s'aperçoit, 2 ans, 3 ans après, la route elle est complètement abîmée, l'asphalte s'est décollé, le pont s'est détérioré. Donc il faut impérativement, quand on fait des investissements comme c'est prévu, que ce soit, je vous dis, il y a
j'ai la liste complète, mais je vous dis, il y a des constructions, il y a des ponts, Si vous n'avez pas des moyens financiers pour les entretenir, pour les maintenir en état, ou même continuer à les améliorer pour que ça apporte je dirais, des services à la population. Alors la République peut trouver des moyens où concrètement la République peut trouver des moyens? Il n'y a que l'industrialisation. Parce que les 4,5 milliards là, c'est trop, ça coûte. L'industrialisation, vous faites une route. Si c'est pour transporter avec des vélos des sacs de charbon de bois, c'est pas ça qui va payer la recette de la route. En Europe, c'est grâce à l'industrialisation qu'on a pu payer, parce que les camions circulent, on amène les matières premières, et il y a des taxes, et on a pu financer les autoroutes et les routes et le chemin de fer. Surtout en premier, le chemin de fer, parce que il y avait même les voies fluviales. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a à RDC, il y a les voies fluviales qui veulent faciliter le commerce entre les provinces de l'Équateur, les provinces du Maïdomé, pour amener des produits à Kinshasa, etc. Donc, tout ça, aujourd'hui, je le redis, il y a la formation, toujours je reviens à la formation professionnelle pour former ceux qui vont s'impliquer dans la réalisation des travaux de ces projets-là, plus après ceux qui vont être formés pour s'occuper de la gestion de ces projets, pour qu'il y ait de la continuité dans l'attribution qui va s'en occuper, de l'entreprise, etc. Et puis le troisième, qui va s'occuper aujourd'hui. Et là, c'est des ressources financières qu'il faut, parce qu'on aura déjà formé les personnes pour s'entretenir, mais il faudra les payer. Vous n'allez pas entretenir des ponts en faisant travailler les gens sans les payer. Vous avez de l'argent, il faut payer du matériel. Et là, vous avez besoin de l'industrialisation pour vous permettre d'avoir des recettes locales qui sont dues par différents moyens aussi à mettre en place. Je ne rentrerai pas dans les réaffectations locales des recettes minières, etc., qui vont être nécessaires. Parce que quand vous faites l'industrialisation, vous allez générer des recettes, et là, vous allez les répartir au niveau des districts de la province, etc., qui vont permettre d'entretenir ces équipements, ce qui n'a pas été fait pendant, je dirais, toutes les 20 dernières années du mandat du président Mobutu. On n'entretenait plus rien. Voilà, très bien, monsieur Jean-François Arménia, notre invité de ces jours. Nous parlons de l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Surtout là, monsieur Jean-François Arménia vient de marteler le plus par rapport au programme, au projet des 145 territoires. Nous avons aussi besoin de l'industrialisation pour soutenir, pour épauler ces grands projets, ces grands programmes de développement à la base des 145 territoires. Parce que sans l'industrialisation, on ne peut pas, on ne pourra pas réussir à mettre en valeur, à mettre en œuvre, à matérialiser ces programmes de 145 territoires. Là, nous voyons la construction des routes, nous voyons la construction de bâtiments administratifs, nous voyons plein de choses qui seront mises en place par les canaux de ces projets. Mais au préalable, il faut faire en sorte que la République démocratique du Congo, par les canaux de ces 26 provinces, que chacune des provinces soit industrialisée. C'est possible et c'est aussi important. Et alors, nous venons d'avoir plusieurs pistes de solutions. Et aujourd'hui, on vient de comprendre que la jeunesse peut aussi participer à une grande part des responsabilités pour l'industrialisation de ces pays. Mais avant que la jeunesse puisse participer à cette industrialisation, il faut au préalable que cette jeunesse soit formée. C'est ça, M. Jean-François Arménia. Nous chitons déjà. Nous vous accordons quelques 2 ou 3 minutes pour essayer un peu d'englober toute la matière de cette grande émission de ces jours. Non, je terminerai sur le programme des 145 tout ça. On a parlé de l'industrialisation. L'industrialisation, c'est sur une chaîne. Si je parle, bon, aujourd'hui, je m'occupe plus à essayer d'apporter mon expérience, ma compétence dans la chaîne de valorisation de l'agriculture. Voilà. Parce que faire de l'industrialisation dans l'agriculture, ça commence à partir des terrains, ça commence à partir des engrais, le matériel, etc. Parce que, M. Jean-François Arménia, je ne vous coupe pas, nous, Congolais, nous pensons plus aux minéraux, les diamants, les cuivres, mais nous oublions aussi l'importance de notre sol. Avec notre sol, on peut produire de la nourriture que nous allons consommer ici en interne, et une grande partie aussi peut rester que nous pouvons envoyer chez nos amis
de pays africains et aussi de l'Europe. Donc nous avons aussi besoin d'utiliser les compétences de notre sol. La première action que moi je préconise aujourd'hui, la plus rapide, la plus facile à mettre en place, c'est l'industrialisation de la chaîne, parce que c'est de l'artisanat surtout, c'est plein de petites fermes, la chaîne qui concerne l'agroalimentaire. Voilà, c'est très important. C'est ce qu'on peut faire le plus rapidement possible. Et dans la chaîne de l'industrialisation des produits alimentaires, entre un terrain où on va mettre une graine et un produit qui va arriver dans l'assiette du consommateur, il peut y avoir une quinzaine de sociétés. Ah bon? Ah oui. Il y a une quinzaine de sociétés qui peuvent s'implanter. Donc ça fait à chaque fois des promoteurs congolais qui vont créer des entreprises pour faire les semences, le matériel, la recherche, la maintenance du matériel, le stockage, la transformation primaire, fabriquer les emballages, le laboratoire, la mise aux normes, etc. Donc la chaîne de valorisation des produits pour l'alimentaire final, aujourd'hui avec les hommes et tout, c'est à peu près entre une dizaine et une quinzaine de sociétés qu'il faut mettre en place. Si vous faites juste une valorisation de la production de manioc pour faire du manioc, mais que vous ne faites pas tout ce qui est avant et tout ce qui est après, vous ne ferez pas la chaîne d'industrialisation. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un point important. Donc pour terminer, je dis, aujourd'hui, l'industrialisation, et je termine là-dessus, si vous le permettez, on fait, ça aide d'abord, grâce à la formation professionnelle, nous aidons les sociétés du portefeuille, ce sont les sociétés dans lesquelles l'État est actionnaire, à avoir des sociétés de prestations capables de réaliser les produits qu'ils importent, les équipements qu'ils importent. Ah oui. Deuxièmement, le secteur minier. J'ai parlé de la selle, je vous ai parlé de l'industrialisation du secteur minier, qui est comme la Sobico. Et en troisième, je vous parle de l'agriculture, dans le développement agroalimentaire. Voilà les trois secteurs. Alors, je vous disais justement que, je répète, l'action prioritaire, c'est de prendre l'industrialisation, de l'amener et la faire sensibiliser au niveau du ministère du portefeuille auprès des sociétés de l'État. Deuxièmement, je vous ai parlé de la SLEL, à titre d'exemple. Deuxièmement, au niveau, c'est aussi une société de la Somico, au niveau du secteur minier et au niveau de la chaîne agricole, de l'agriculture. Voilà la priorité aujourd'hui si on veut pouvoir réussir à générer tout ce qu'il faut en formation professionnelle, en moyens financiers, etc., pour qu'il y ait réellement une retombée auprès des populations qui voient que le programme plutôt des 145 territoires a apporté vraiment des solutions et il faut cette industrialisation autour. Et les sociétés du portefeuille sont là pour amener des outils de production auprès des endroits où on va faire tous ces projets. Voilà, pour moi, c'est très clair. Ok, comment pour contacter M. Jean-François Arménian? Toujours avec la Fondation Forme Afrique, à l'immeuble CCC, voilà, toujours au même endroit. Ça va. Merci beaucoup pour cette matière que vous nous apportez ces jours. Bon nombre, surtout, vous êtes en train de nous suivre partout en Europe. Vous nous suivez en République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour la fidélité. Nous venons de parler de l'absence de l'industrialisation de la République démocratique du Congo au motif de l'insécurité, surtout dans sa partie est. Donc nous appelons aux autorités de fournir des efforts, de faire en sorte qu'aujourd'hui nous parlons de l'industrialisation de la République démocratique du Congo et d'enlever le mot qui est au début là, l'absence, que réellement la République démocratique du Congo soit industrialisée. Tout ce que nous produisons ici, que ça soit aussi consommé en interne, ce qui va rester, que nous commençons aussi à exporter et pas à simplement importer à tout moment, à commencer aussi à exporter, ce que nous allons commencer à produire par les canaux de l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup de nous suivre de partout. Merci beaucoup à la technique. Merci beaucoup de s'abonner encore très massivement à la chaîne Nabiso Tobengi Edem TV officiel. Nous en à Kinshasa. Vous s'abonner belé à Obokolanda actualité. Mikolo nyonso, ba air nyonso, ba minute nyonso, actualité ali koleka na kati ya mboka, actualité ali koleka na partie est, actualité ya mokili mobimba. Bozwa yango awa na kati ya Edem TV officiel, bo s'abonner massivement, bo partager ba lien na biso, bo commenter, bo j'aimer
et Rosalelo comme à la présentation, c'était Fiston Yankole Katankou Chambo Mputu Mouleba, le Jésus de la presse. Merci et à très bientôt. Restez nous toujours fidèles.